Salut les designers! Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va non seulement me faire gagner un temps fou sur mes prochains projets, mais qui pourrait aussi booster votre productivité si vous créez des maquettes de sites web sur Figma. Si c'est votre cas, vous savez à quel point certaines tâches répétitives peuvent vite devenir lassantes. Comme à chaque nouveau projet, on recommence tout à zéro. On recrée les typographies, les couleurs, tout ça fait à la main encore et encore. Mais ça, c'est terminé car aujourd'hui, je vais te montrer comment poser des bases solides d'un design system et crois-moi, c'est un vrai game changer. Alors, pourquoi avoir un design system? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque projet, on fait face aux mêmes contraintes. Recréer les espacements, ajuster les typographies, créer les couleurs. Mais soyons honnêtes, que tu bosses sur le site de Airbnb ou de Apple, les règles de design changent rarement. Par exemple, un bouton aura toujours une taille de texte similaire, des arrondis, des marges, etc. Alors pourquoi tout refaire à chaque fois quand tu peux tout prédéfinir une bonne fois pour toutes avec un design system? Pour faire simple, un design system, c'est un ensemble de règles et de styles prédéfinis que tu appliques à tous les éléments pour garder une cohérence visuelle. Ça concerne les typographies, les couleurs, les espacements et bien d'autres. Grâce à ça, tu peux créer tes composants comme des boutons ou des inputs, de manière hyper rapide et efficace. Alors oui, c'est un peu long à mettre en place au début, mais une fois que c'est fait, tu n'as plus qu'à customiser et l'adapter à chaque projet. Alors, par quoi commencer? On attaque par les typographies. Je crée un template dans Figma que je déclinerai pour toutes les règles. Dessus, j'indique aux développeurs sur quoi je me base. Ici, c'est les tailles de typographie de Taiwan CSS. Pourquoi j'ai choisi Taiwan CSS? La raison est simple, c'est parce que les développeurs avec qui je bosse l'utilisent en permanence, donc je voyais que ça à utiliser. Ça leur fera gagner un temps fou et surtout ça leur évitera de tout customiser à la main. Là, je précise 3 font weight que je vais utiliser. Regular, Bold et Extra Bold. Et bien sûr, je leur indique aussi le lien pour récupérer les polices. Comme ça, tout est clean et rapide à intégrer. Dans la documentation de Taiwan CSS, ils détaillent toutes les tailles de texte avec leur line 8. Ça va de texte XS à texte 9XL. Je rentre tout ça sur Figma en indiquant le font weight, taille et le line 8. Je nomme tout comme dans la documentation pour que les devs sachent exactement quoi utiliser. Je finalise en ajoutant les dernières tailles qui me manquaient. Ensuite, on passe à l'étape clé, l'utilisation des locales variables. C'est la fonctionnalité la plus puissante de Figma. Elle permet de tout prédéfinir et de tout changer en un seul clic. Dans les locales variables, on utilise 2 collections, les primitives et les tokens. Pour ceux qui ne savent pas, les primitives, c'est là où tu définis les caractéristiques de base comme le font weight ou la famille de police. Ce sont les fondations de ton design. Les tokens, c'est ce qui te permet d'appliquer et d'adapter ces styles aux différents composants de ton design. Par exemple, dans les primitives, je crée une case string pour le font weight. Et je fais attention à ne l'appliquer qu'au font weight dans l'onglet Scope. Sinon, cette information sera accessible sur d'autres éléments et c'est le meilleur moyen de s'y perdre, donc pensez bien à le faire. Même chose pour la famille de police, j'ajoute une primitive dédiée. Pour les tailles de texte, c'est pareil. Des cases de type number pour chaque taille et je fais bien attention à définir le bon scope, ici le font size. Je fais pareil pour le line 8. Et voilà, j'enregistre tout sur Figma. La vraie magie, c'est que si je décide de changer la police plus tard, tout mon design est mis à jour instantanément. Pareil pour les tailles de texte, tout se modifie en quelques secondes. Même si évidemment, on évite de trop jouer avec ça en production. Mais bon, avec ce système, on gagne un temps fou et tout reste hyper cohérent. J'ai récupéré le template de base et je l'adapte pour les border radius, en me basant toujours sur la documentation de Taiwan CSS que je vais utiliser tout au long de cette vidéo. De même, à chaque fois je vais rentrer tout ça dans Figma
avec le bon nommage et les valeurs d'arrondi. Maintenant, on retourne dans les locales variables. Je crée une nouvelle catégorie dédiée au border radius avec des champs de type number. Et je fais attention de cocher uniquement l'option border radius. Une fois que tout est prêt, j'applique les arrondis à mes éléments en sélectionnant les bonnes valeurs via cette icône. Et voilà, les angles sont arrondis comme il faut en un rien de temps, c'est aussi simple que ça. Pour les couleurs, je vais changer de méthode, donc si vous avez vu une de mes dernières vidéos sur le design système des couleurs, vous verrez que j'ai changé. Avant, j'utilisais une palette classique avec toutes les variations de chaque couleur, mais quand je passais aux maquettes, galère. J'avais toujours du mal à choisir les bonnes teintes. Du coup, j'ai trouvé une solution qui me facilite la vie et c'est ce site génial. O'Reilly.dev, c'est un outil qui te permet de visualiser directement le rendu des couleurs et en plus, en un clic, tu peux copier le code couleur. C'est hyper pratique pour les devs, surtout que tout est prêt à être intégré. TIC, le nombre de couleurs est limité. Donc si on a besoin d'en ajouter d'autres, le développeur devra les rentrer manuellement. Mais pas de panique, on pourra l'indiquer directement dans Figma. Ça m'a pris un peu de temps de créer le template de couleurs, mais j'ai finalement trouvé une structure qui me convient. Je génère le code sur O'Reilly et je récupère les noms exacts des couleurs. À ça, j'ajoute un visuel pour chaque partie, parce que, soyons honnêtes, parfois les noms des couleurs ne me disent pas grand-chose. Grâce à ça, ça va me permettre de me souvenir du rendu sans m'y perdre. Un autre point important, c'est que je fais attention à bien avoir le même nommage entre mes couleurs et la documentation de Taiwan CSS pour garder la cohérence dans Figma et surtout pour que les développeurs sachent quoi utiliser. Ce template de base sera à compléter pour chaque projet si on veut ajouter des couleurs. Et là, on arrive à l'étape cruciale que vous connaissez bien, les locales variables. Cette fois-ci, je crée une catégorie dédiée aux couleurs et j'y ajoute tout ce qu'on a préparé. Ensuite, même méthode, je relie tout à mes éléments. Et si jamais je veux changer une couleur dans les locales variables, le rendu se met à jour partout automatiquement. C'est ultra pratique et je trouve ça quand même très satisfaisant. Voilà, la palette de couleurs est terminée. Maintenant, je duplique et je passe à la création des conteneurs. Je crée les différents conteneurs en récupérant les max width de chaque taille d'écran. L'avantage, c'est que j'aurai plus besoin de me casser la tête pour faire le responsive, car tout est déjà paramétré pour chaque taille d'écran. Je rentre tout ça dans les locales variables avec des champs de type number dans le scope dédié au width et height. Et comme d'habitude, je m'assure de bien relier ces paramètres à tous les éléments concernés. Et voilà, les conteneurs sont prêts et accessibles en un clic. On se rend pas compte, mais toutes ces petites règles qu'on nous enregistre, c'est vraiment des secondes, voire des minutes de gagner pour chaque projet. Allez, maintenant on s'attaque au spacing. Et oui, les marges, les paddings et les espacements, c'est super important pour un design clean. Dans chaque espace, je note le nom, la taille et j'ajoute un petit visuel à côté pour voir à quoi ça correspond concrètement. Ça fait beaucoup, mais c'est la garantie d'avoir un design ultra cohérent. Je rentre tout ça dans les locales variables en créant des champs de type number et cette fois-ci, je coche l'option gap dans l'onglet scope pour être sûr que mes marges et l'espacement soient bien pris en compte. Et hop, je relie le tout à mes éléments et voilà, mes spacings sont configurés. Le vrai bonus, c'est que maintenant, je suis sûre de ne plus faire d'erreur et croyez-moi, les développeurs avec qui je bosse, ils seront très contents. Ils verront plus de 18 PX qui n'existent nulle part. Car oui, ça m'arrivait tout le temps. Maintenant, tout est bien calé, plus de surprises. Pour les effets, j'en ai 3 configurés et vous allez voir, c'est des effets qui peuvent être très pratiques dans un design. On commence avec le Box Shadow. C'est ce qui va être appliqué au bloc grâce à une ombre portée. Je crée mes petits cadres et j'indique le code pour chaque ombre avec son nom. D'ailleurs, j'ai découvert qu'on pouvait superposer plusieurs ombres et honnêtement, je savais même pas que c'était possible de le faire en code. Pour chaque ombre, j'indique la position X, Y, le blur et le spread, si ça se dit comme ça en anglais. Et surtout, je coche bien Clip Content pour pouvoir ajuster l'ombre comme je veux. Niveau couleur, je pars sur du noir pur avec un peu d'opacité, donc comme dans la documentation.
Mais si j'avais un petit conseil à vous donner, ça serait d'éviter d'utiliser du noir pur pour les ombres, car c'est souvent plus joli avec un autre ton très foncé, genre un vert très foncé ou autre. Alors pour le Box Shadow, je n'ai pas configuré ces effets dans les locales variables, car je sais que je vais pas trop y toucher. Et surtout, je ne voyais pas trop comment les configurer, parce que j'avais l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de petits éléments à enregistrer dans les locales variables. Donc si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire. La solution que j'ai trouvée, c'est de créer un nouvel effet directement dans Figma. Maintenant, on passe au deuxième effet, le drop shadow qui concerne l'ombre portée en fait des images. Je pars donc de la même structure que pour le box shadow et je change les valeurs. Et le dernier effet pour flouter une image, j'applique cette fois-ci un layer blur. Je change simplement le rayon pour ajuster l'effet. Et voilà, le rendu est super clean et prêt à être utilisé. Ça pourrait vraiment ajouter une touche finale à vos designs, sans prise de tête puisque tout est déjà prédéfini. Dernière étape, on s'attaque à l'opacité. Je pars d'un bouton basique et je commence à jouer avec l'opacité. J'applique les différentes valeurs. Comme ça, je pourrais jouer avec l'opacité en fonction des états du bouton, normal, over, disable. Ça me donne une flexibilité énorme pour varier mes designs sans prise de tête. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de t'abonner si tu veux pas manquer les prochaines vidéos. Et si tu veux encore plus de conseils et d'astuces, rejoins-moi sur LinkedIn. Sur ce, à la prochaine!